Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de crédit bancaire. On va voir d'abord un petit peu quels sont les critères sur lesquels se basent les banques pour pouvoir te dire oui. Et également, on va voir après trois situations, trois cas, trois personnes, trois vraies situations. Je vais t'expliquer et je pense que très certainement, si tu es sur cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, l'un de ces trois cas se rapprochera sûrement du tien. Donc, tu auras les clés pour pouvoir faire appel à un crédit bancaire et savoir quoi faire suivant ta situation. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Je te laisse cliquer sur le bouton s'abonner, cliquer sur la cloche, partager la vidéo, mettre les pouces, tout ça. Je compte vraiment sur toi pour faire tout ça dès maintenant. Alors, qui suis-je pour te parler d'endettement, de crédit bancaire, etc. Je suis Loïc Cardin, je suis à la fois entrepreneur et investisseur. J'ai plusieurs sociétés, j'ai investi énormément dans l'immobilier et j'ai soulevé énormément de crédits bancaire et j'ai également accompagné plusieurs centaines de personnes tout simplement à obtenir des crédits bancaires. Donc aujourd'hui, je peux te dire que j'ai une vision qui est très très large des différentes situations, aussi bien des gens avec des statuts compliqués comme des statuts micro-entrepreneurs ou des statuts d'intérimaires que des situations très très bonnes mais où on allait chercher par exemple des très très gros projets. Enfin voilà, on va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Alors, donc concrètement, comment fonctionne une banque? C'est-à-dire, quel est en fait, on va parler avant tout de ce qu'on appelle le taux d'endettement. Et tu as déjà dû entendre plein de fois que le taux d'endettement, il était à hauteur de 33%. Donc 33%, c'est quelque chose de théorique. Donc on va déjà voir en priorité comment on calcule ce taux d'endettement, sur quoi les banques s'appuient. Et tu vas voir que suivant les banques, il y en a qui n'ont pas tout à fait la même manière en fait tout simplement de voir les choses. Donc c'est parti, on va pouvoir passer sur l'écran et je vais te faire voir ça beaucoup plus en détail. Alors la règle c'est 33% d'endettement. Alors qu'est-ce que l'endettement ? Eh bien l'endettement, c'est tout simplement le fait de contracter un crédit et on va calculer un taux par rapport à ça. Et ce taux, en fait, tout simplement, c'est si par exemple tu as aujourd'hui 1500 € de salaire, donc 1500 € c'est ton salaire, eh bien on va faire 1500 € de salaire, on va t'autoriser 33% d'endettement. Ça veut dire que théoriquement, tu as le droit à 500 € d'endettement. Ça, je dis bien, c'est la théorie. Pourquoi c'est la théorie? Parce que dans la vraie réalité, on a plein de possibilités pour aller plus loin. Mais concrètement, la règle de base, 33% d'endettement. Et l'endettement, c'est simple. Tu fais tout simplement 1500 € si tu as 1500 € de salaire fois 0,33 et ça te donne ta possibilité d'endettement. Donc ça, c'est vraiment la base. Sauf que les gens n'ont pas forcément que des salaires en entrée d'argent et tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent être prises en ligne de compte que souvent on oublie, qu'on peut même éventuellement oublier de déclarer à la banque. Donc la première chose, c'est évidemment ton salaire. Donc le salaire, si tu l'empruntes à deux, le salaire de monsieur et le salaire de madame. Alors peut-être que ça n'est pas du salaire mais ça rentre dans le même esprit, peut-être que tu as une rémunération de gérance ou des choses comme ça, mais ça rentre dans le même état d'esprit, c'est les revenus que tu perçois chaque mois. Ensuite, tu as aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les prestations sociales. Donc si tu touches des prestations sociales comme par exemple peut-être tu as des enfants et que tu touches la CAF, normalement si tu as des enfants, tout le monde, c'est quelque chose d'universel en France, les gens touchent la CAF, enfin je le crois, que c'est universel. Donc prestations sociales, donc exemple enfant. Il y a des personnes qui peuvent avoir très bien par exemple de l'APL ou des choses comme ça, ce sont des prestations sociales. Donc c'est des choses qui seront éventuellement prises en ligne de compte, mais cette partie-là, c'est pas toutes les banques en fait, pas toutes les banques. Ensuite, tu as peut-être aujourd'hui des revenus immobiliers. Donc les revenus immobiliers vont être pris aussi en ligne de compte selon une certaine règle, je vais t'en parler juste après. Et tu touches peut-être par exemple des dividendes
en bourse, tout simplement. Donc si tu touches des dividendes à aujourd'hui, eh bien pareil, ça peut être quelque chose qui soit utilisé pour cela. Donc concrètement, la banque va se baser sur ces différents revenus pour calculer un taux d'endettement. Et tu vas voir que là déjà, ça va changer la donne. Imaginons que monsieur touche 1500 euros et que madame touche 1500 euros. Et que par exemple, monsieur est en réalité en intérim. En fait, en intérim, ils vont calculer les choses. Des fois, ils vont prendre 100%, mais des fois, certaines banques vont prendre que 50%. En fait, ça va dépendre à chaque fois des banques et de leur manière de calculer. Donc ça, c'est la première chose. Madame est en CDI, donc très bien, elle a 1500 euros. Si par exemple un des deux avait été en micro-entreprise, le meilleur moyen pour réussir à soulever du crédit, c'est quand même d'avoir au moins 2 ans de bilan. Mais pareil, là, on a toujours des solutions éventuellement pour pouvoir passer outre. Mais en tout cas, un gros nombre de banques ne te diront pas forcément oui pour autant. Ensuite, tu as les prestations sociales, il ne faut pas oublier de les déclarer. Imaginons que tu as plusieurs enfants. Alors, je n'ai pas trop l'idée du montant des prestations sociales en France, mais je crois que si tu as 3 enfants, je crois que c'est de l'ordre de 300 euros par mois. Donc ça, c'est à donner. Ensuite, les revenus immobiliers. Là, il va y avoir un calcul un petit peu particulier. En fait, les revenus immobiliers, ils vont aller faire un calcul où, par exemple, si tu touches 1000 euros de loyer par mois, ben, en fait, en général, ils vont en prendre que 70% en compte. Alors, tu as des banques qui prennent 70% et d'autres qui prennent aussi même que 50% dans certains cas, comme par exemple si tu fais de la location courte durée, il y a quelques banques qui sont capables de pondérer à 50%. Mais souvent, c'est 70% qui sont pris. Donc, 70% du montant. Donc, si tu as 1000 euros, en réalité, tu vois, ça va augmenter de 700. En fait, tes revenus immobiliers vont augmenter de 700 tes revenus. Et ensuite, tout ce qui est dividendes, eh bien, les dividendes, ça dépend des structures, ça dépend de comment c'est calculé. Certains ne le prennent carrément pas en compte. D'autres qu'en partie, mais en tout cas, il faut les indiquer également. Moi, je sais que la plupart des banques, en général, me les prennent à 100%. Donc, je ne sais pas si par exemple, soit tu as une société ou tu as plusieurs sociétés dans lesquelles tu as investi qui crachent des dividendes, ou tu as investi en bourse, tu as le droit à des dividendes. Si par exemple, tu as, je sais pas, 1000 euros par mois de dividendes qui tombent, eh bien, pareil, ça c'est du plus. Ça, c'est tout ce qui va servir en fait au calcul. Donc, tu vois que par exemple, quelqu'un qui de base est à 1500 euros de salaire, qui ferait un petit peu le raccourci de départ en disant bah, j'ai 1500 euros de passe salaire, donc j'ai le droit qu'à 500 euros d'endettement. Si par exemple il touche des prestations sociales, eh bien finalement ce taux d'endettement, si par exemple je sais pas, il était à 1800 euros avec les prestations sociales au lieu de 1500, eh bien c'est plus 1500 x 0,33 mais 1800 x 0,33, donc ça aurait tout de suite augmenté le montant. Alors, j'espère que ça, c'est clair. C'est tout simplement le calcul de ce taux d'endettement. C'est donc, on a dit 33%. Et la règle, je te la réécris, c'est tout simple. Il suffit de faire le salaire plus les prestations sociales, etc. Tout ce qu'on a vu en fait auparavant, fois 0,33. Et ça te donne ton taux d'endettement. Donc ça va te permettre de connaître ton taux, c'est-à-dire ta capacité d'endettement. J'ai mis taux, mais en réalité ici c'est ta capacité, parce que le taux d'endettement il est hop, ici. Voilà, ça va être ta capacité d'endettement. Voilà, donc là, une fois que tu as ça, tu as une première idée. Ensuite, je disais qu'on pouvait éventuellement passer outre si on monte comme il faut son dossier bancaire. On va par exemple pouvoir faire prendre en compte les futurs revenus du futur appartement par exemple dans ce calcul. Imaginons, je vais te prendre un exemple pour t'illustrer ça, tu vas mieux comprendre. Je vais te prendre l'exemple d'Igor. Igor, il a rejoint nos programmes il y a peut-être 7 mois, 8 mois je pense. Et Igor en fait était assez juste entre guillemets parce que il gagne 1500 euros en gros par mois. Son épouse gagne 1200 euros par mois. Donc ça représente 2700 euros. Ils n'ont pas d'enfants. Alors j'ai son épouse, je ne suis pas sûr qu'ils soient mariés, mais en tout cas ils n'ont pas d'enfants ensemble. Donc si on fait 2700 fois 0,33, cela donne 891 euros de possibilité d'endettement. D'accord ?
Mais forcément, ils avaient envie de se loger, ils ont acheté une maison et ils ont acheté une maison à 950 euros par mois. Donc en fait, si tu veux, 950, 891, c'est cohérent. La banque les a même laissés aller un petit peu au-dessus. Mais forcément, eux, leur premier réflexe, c'est de se dire je suis bloqué. Je ne peux pas réemprunter. En fait, je ne peux pas faire d'autres projets. Et donc forcément, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Je ne peux pas devenir indépendant financièrement avec l'IMO. Enfin, je ne peux même pas démarrer cette quête puisqu'on ne me laisse même pas acheter le premier. Je suis déjà au-delà des 33%. Donc en fait, la solution qu'on a utilisée avec eux, tout simplement, c'est de monter le dossier d'une certaine manière, donc d'une manière très professionnelle. Il faut vraiment que tu aies toutes tes études de marché qui soient faites, ton étude de secteur, que tu aies des attestations professionnelles, enfin bref, toute une liste de choses qui sont à rentrer dans ce dossier de façon à ce que la banque puisse prendre réellement en compte les futurs loyers. Mais en réalité, ils allaient chercher en fait un appartement sur lequel ils allaient potentiellement générer 650 euros de loyer. Alors eux vont même l'exploiter en fait en courte durée, mais en général, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais on va plutôt chercher les prêts à l'année. Mais en gros, ils avaient 650 euros donc de futurs loyers. Et cet appartement, en fait, ça générait un crédit de 350 euros par mois. Donc en fait, le fait d'ajouter ces 650 euros à leur revenu, ça a fait qu'ils ont pu en fait avoir 2700 plus 650 et donc fois 0,33 pour calculer le nouveau taux d'endettement. Donc ça leur laissait une possibilité de 1105 euros par mois. Alors tu vas me dire, mais ça suffit pas pour aller à 350 euros de crédit en plus. Non, effectivement, c'était pas tout à fait suffisant, mais dans la réalité, ces 33% ne sont pas quelque chose de figé. D'ailleurs, il y avait eu beaucoup de polémiques qui avaient été faites autour de ces fameux 33% en début d'année parce qu'il y avait eu une recommandation qui avait été réalisée, mais c'est uniquement une recommandation pour les banques. Donc beaucoup de banques en fait peuvent toujours aller au-delà de ces 33% en cas de besoin. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que comme ils ont pu mettre un dossier professionnel en avant, que ce n'était pas un gros dossier, un gros prêt, sans aucun problème, ils ont pu aller chercher dans une banque le montant de leur emprunt. Alors évidemment, ils n'ont pas fait qu'une banque. Il y a des banques qui leur ont dit non, et c'est souvent le cas. Il y a souvent des banques qui disent non. Moi, le premier, à chaque fois que j'ai cherché un prêt, j'ai des banques qui me disent non, et j'ai souvent une ou deux banques qui vont me dire oui. Et là, c'était le même principe en fait pour eux, mais le fait d'avoir fait ce maillage, ça permettait de passer outre. Mais le gros avantage, en fait, surtout, c'est la suite de leur histoire, puisque en réalité, ils ont été chercher cet appartement donc à 350 euros de crédit, mais ils sont passés en fait tout simplement par une exploitation en courte durée. Et du coup, cette exploitation en courte durée, elle génère par mois 1800 euros. Alors, je t'ai arrondi, on est d'accord, mais par mois donc de loyer entre guillemets, c'est-à-dire que ça génère en fait 1800 euros de revenus. La banque en fait a pris ces 1800 euros pour quand ils ont été chercher leur deuxième prêt et a fait 1800 en fait, soit 70%. Donc en fait ils ont pris en compte dans leur dossier, en réalité sur ces 1800, ils ont pris en compte 1260 euros par mois de revenus IMO. Donc forcément leur situation après une seule opération, elle n'a plus rien à voir, puisque si tu te rappelles bien, donc ils ont 2700 euros à la base de revenus et ils ont généré en fait tout simplement donc 1260 euros maintenant de revenus locatifs dans la tête de la banque, puisqu'ils prennent 70% comme je te l'ai dit. Ça représente ça. Donc en réalité aujourd'hui ils sont à 3960 euros de revenus par mois. Et donc si on fait 3960 fois 0,33, tout simplement, on est à 1306 euros de capacité d'endettement. Donc, pour aller rechercher un nouveau projet, en faisant prendre en compte
ce nouveau projet, eh bien en fait ils n'ont plus de blocage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter un autre cas, qui est, parce que là on était sur un cas qui était un petit peu, je vais dire un cas classique, des revenus de 1500 et 1200 euros, c'est des revenus un peu moyens en fait pour un couple. Ils étaient à 2700 euros de revenus par mois, donc tu vois avec un crédit maison, ils ont pu bouger. Par contre, je vais te présenter tout simplement l'histoire de Justine, et Justine elle avait une autre manière en fait malheureusement de faire. Elle a plutôt un revenu qui n'est pas mauvais, puisque elle gagne 1900 euros par mois, mais Justine elle avait du coup un crédit auto à hauteur de 300 euros par mois, et elle avait un crédit conso à hauteur de 120 euros par mois, et elle avait aussi un crédit pour son appartement à hauteur de 550 euros par mois. Donc tout cela mis bout à bout, ça lui faisait quand même des crédits très élevés en fait, de 300 plus 120 plus 550, on se retrouve à 970 euros par mois de crédit. Donc forcément, tu imagines bien que Justine, chaque mois, elle avait un reste à vivre en fait qui était de l'ordre de 830 euros, donc pas énorme, donc quelque chose de plutôt compliqué en fait à la fois pour pouvoir emprunter et à la fois aussi, eh bien tout simplement même pour elle tous les mois. Donc elle avait vraiment envie de se sortir de cette situation qui était un peu problématique. Et sa première idée, ça a été de dire je vais aller faire de l'IMO, je vais aller générer des nouveaux revenus, et comme ça, en fait, avec ces nouveaux revenus, je vais être plus à l'aise pour vivre. Sauf qu'il y a un moment, en fait, quand on est dans ce type de situation, il faut commencer par assainir sa situation principale avant de se lancer sur un projet. Ça peut aller très vite d'assainir une situation principale, mais ça n'était pas, ça n'est pas forcément le meilleur moyen que de se lancer avant ça. Déjà d'une, parce qu'en termes de taux d'endettement, on le voit bien, elle était à plus de 50%, donc pour aller chercher un nouveau prêt, même en utilisant la technique qu'on a vue juste avant avec Igor et son épouse, ça aurait été très compliqué. Donc en fait, sur ce type de dossier, en fait, le meilleur moyen, c'est soit si on a de l'épargne, de solder des prêts. Donc c'est ce qu'elle a fait en fait avec le prêt auto, parce qu'elle avait quand même un peu d'épargne de côté. C'était de l'argent qu'elle avait touché mais auquel elle n'osait pas toucher, elle avait peur, elle voulait les garder en sécurité, mais il y a un moment il faut savoir payer des choses. Donc il y avait 300 euros par mois, il ne restait pas énormément de mois, donc elle a soldé en fait ce prêt, et également eh bien, elle a refinancé en fait ces deux prêts. Il y a eu un refinancement pour tout simplement les réduire. Donc résultat, elle s'est retrouvée avec seulement 480 euros de prêt par mois, et à partir de là, avec 480 euros de prêt, elle était elle était plus qu'à 25% d'endettement. Donc en fait là, aller chercher un crédit n'était pas très complexe en fait, tout simplement. Tu vois, il y a des situations comme celle-ci par exemple, où finalement on pourrait dire j'ai besoin de créer plus, mais en réalité il y avait surtout besoin d'assainir une situation. Aujourd'hui, le premier conseil que je donne, tu vois, par exemple quand des gens rejoignent nos programmes, la première chose c'est que je dis de faire le tour de ses comptes bancaires pour justement assainir tous ces prélèvements ou toutes ces choses qu'on n'a pas forcément besoin et qu'on a très certainement qui courent sur nos comptes bancaires. On en a tous, moi j'en ai, toi t'en as, c'est sûr, à part si tu as déjà fait ce travail, mais sinon on en a tous. Des fois on a des gens qui nous envoient des screens qui rejoignent le programme et qui ont encore des assurances de téléphone qui payaient il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, ils ont toujours l'assurance qui est prélevée. Donc tout ça, il faut les résilier, il ne faut surtout pas les conserver, parce que tout ça, c'est des choses qui viennent plomber en fait chaque mois ton budget, et c'est vraiment la base. Quand on est investisseur, il y a une chose toute simple que j'ai remarqué, c'est que quelqu'un qui vit à découvert avec 1500 euros par mois, le jour où on lui en donne 10 000, en fait il vit tout autant à découvert, et il est même dans une situation plus périlleuse. D'ailleurs tu as dû voir, j'ai une série sur les stars, justement leur investissement en immobilier, leur investissement dans des business, etc. Soit la vidéo est sortie ou elle va sortir suivant le moment où celle-ci sortira, mais j'avais fait une vidéo par exemple sur Nicolas Cage qui montre comment il a perdu plusieurs millions tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer son argent. Donc la base, c'est vraiment de gérer son argent, d'apprendre à gérer
son argent et ça peut passer par ce genre de choses. Donc là, pour Justine, je vais pas te dire ce qu'elle a fait derrière, et pas de souci, elle a soulevé son prêt, elle a pu enchaîner et c'était parti. Et je t'avais dit qu'il y avait 3 cas, il y a un troisième cas qui me semble plutôt intéressant en fait à te montrer. C'est tout simplement le cas de Kevin. Donc Kevin, c'est un de mes amis, client des programmes. Et Kevin, il a soulevé beaucoup de prêts puisque aujourd'hui il a 1,6 million d'endettement. Donc c'est quelqu'un qui a rejoint mes programmes il y a seulement 2 ans. Alors il a fait des choses que personnellement je ne recommande pas, mais ça a été sa méthode pour pouvoir aller acquérir beaucoup d'immobilier en peu de temps et il s'est retrouvé avec un endettement très fort. Et la première année s'est passée puisque il n'y avait pas encore de traces spécifiques entre guillemets sur ces dossiers, mais là il a voulu en fait cette année retourner chercher des prêts. Mais là, à ce moment-là, en fait, son taux d'endettement, il était assez important et forcément, ça a pu poser quelques problèmes. Alors, ce n'est pas le taux d'endettement qui était important, mais le volume d'endettement. Et souvent, on peut avoir l'impression qu'on peut s'endetter un petit peu à l'infini. C'est-à-dire que si on a la bonne technique, on peut s'endetter à l'infini. Mais tu vas voir dans l'exemple de Kevin que ce n'est pas complètement vrai. Parce que 1,6 million d'endettement, 1,6 million d'euros d'IMO, bien quand tout a été emprunté à crédit, quand tout est en report de prêt, puisqu'à chaque fois il a négocié entre 2 et 3 ans de report de prêt, donc là en allant chercher ses prêts suivants, il était encore en report de prêt, ça peut poser des vrais problème pour pouvoir investir. Et en réalité, en fait, ce qu'il a fait, et à ce moment-là, c'était une bonne stratégie, comme il est en report de prêt, il a mis de côté de l'argent, ça c'est aussi une des bases que je donne toujours, le fait de mettre de côté de l'argent. Et donc, il avait mis de côté de l'argent auparavant avec ses premiers revenus locatifs, et il a pu en fait tout simplement continuer à aller chercher des prêts parce qu'il a mis de l'apport. Et là, dès l'instant où tu commences à parler de 10, 20 ou même 30%, à 30% d'apport, à peu près, quel que soit ton dossier, le prêt, il passe. À 10%, à 20%, il y a de très fortes chances pour que énormément de banques acceptent en fait de te suivre. Et lui, il l'a bien compris, il a dit moi, je sais que j'ai fait des choses qui m'ont fait avancer vite. Je sais que j'ai un gros endettement aujourd'hui et que je représente un danger entre guillemets pour la banque. C'est-à-dire que la banque, elle gère du risque avant tout. Donc peut-être elle pourrait être tentée de se dire cette personne est un peu risquée parce que elle a pas mal d'endettement sur une seule tête. Et il a mis de l'apport. Et également, il a fait ses projets suivants. Il a fait les premiers essentiellement en nom propre. Il a fait ses projets suivants en SCI. Aussi parce que du coup, ça a permis de rajouter une personne qui avait très peu de pourcentage, mais qui en gros venait mutualiser un petit peu le risque entre guillemets pour la banque. Donc voilà, tu vois, ça c'est une autre stratégie qui est différente, c'est-à-dire que finalement lui n'était pas du tout bloqué parce qu'il avait un taux d'endettement qui était très faible entre guillemets par rapport à tout ce qui rentre, parce qu'avec tout ce qu'il a acheté en immobilier en peu de temps, il a des loyers conséquents. Et en plus, il était en report de prêt, donc vraiment beaucoup de cash chaque mois. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il est à 35 ou 37 000 euros de chiffre d'affaires par mois, en fait, tout simplement. Donc forcément, c'est très conséquent. Et ce qui s'est passé, c'est que sur ces 37 000 en gros qu'il a généré là en un petit peu plus d'un an, en fait, ces 35 ou 37 000 par mois, ça lui permet d'épargner 5 à 7 000 euros tous les mois. Donc en fait, il met de côté 5 à 7 000 euros par mois pour justement pouvoir soulever des nouveaux prêts. Donc ça va lui permettre, tout simplement, ça lui a permis pour aller rechercher un immeuble supplémentaire, de mettre de l'apport. Voilà, bref, c'était 3 situations diverses qui me semblaient importantes de t'en parler pour que tu comprennes mieux le principe du taux d'endettement, des solutions qu'on a. Si ta situation elle est différente ou autre, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous et on verra pour t'y répondre au mieux. Tu peux aussi t'inscrire dans l'écran de fin sur une des sessions de formation que j'offre gratuitement. Tu vas voir, il y a plusieurs créneaux de disponibles. Tu cliques et puis tu t'inscris et on a une session à la fin de chaque session de formation offerte. On a à chaque fois une session de questions
questions-réponses et on a quelques places parfois sur lesquelles on a la possibilité de même prendre gratuitement au téléphone des personnes pour faire un diagnostic. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire à une de ces sessions, tu verras, tu ne seras pas déçu. Voilà, bah écoute, il me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!